Je pense qu'aussi le body positive, ça passe par là. Si t'as pas une personne qui te met en valeur, qui te met sur un piédestal, qui t'élève pas, tu peux pas t'aimer. C'est pas possible en fait, parce que t'as quelqu'un à côté de toi qui est constamment toxique en fait et qui t'enfonce vers le bas. Bonjour Déborah, Bonjour. on se retrouve pour notre nouveau format Intimement Votre. T'es notre toute première invitée, ça me tient particulièrement à cœur parce que je sais que t'as une histoire forte à nous raconter. Ouais. Le but, en un mot, c'est vraiment que tu te livres sur une histoire forte que t'as vécue pour aider les personnes et plus particulièrement les femmes qui vivent actuellement la même chose. Oui, en effet, j'ai vécu une histoire très compliquée. J'ai jamais voulu en parler parce que je me sentais pas légitime déjà, j'ai eu peur d'en parler. J'ai toujours caché cette partie de ma vie à ma communauté. Et je me dis que peut-être il serait temps d'en parler pour aider plein de femmes qui, je pense, sont dans ce cas, vivent ça et ne le savent pas. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer de façon un peu chronologique ce qui s'est passé, ton histoire ? Oui, j'ai rencontré une personne lorsque je faisais mes études. On s'est mis ensemble, on est tombés amoureux et il y a eu de suite quand même quelque chose d'assez toxique. L'image que j'étais, la femme que j'étais, ne lui plaisait pas. Alors pas physique, pas du tout. D'accord. C'était vestimentairement parlant. La façon dont je m'habillais, ça ne lui convenait pas. En fait, il trouvait que j'avais une façon de m'habiller qui n'était pas élégante et qui ne me mettait pas du tout en valeur. Okay. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il me disait que quand je portais des choses moulantes, c'était pas joli. C'était pas ce qui me mettait à mon avantage, alors que je ne portais que ça en fait. D'accord. J'ai toujours eu des formes, j'ai toujours aimé mes formes, j'ai toujours aimé les mettre en valeur. Mais c'était toi surtout. Et c'était moi surtout. En fait, il m'a changé mon style vestimentaire petit à petit. Bon, moi, j'étais pas non plus contre, hein, j'étais pas... je me dis, oh, pourquoi pas j'étais jeune, pourquoi pas essayer tout ça. Mais c'est vrai que je ne pouvais plus porter de choses moulantes. Tu l'acceptais ? Enfin, tu voyais Oui. pas ça à cette époque-là comme vraiment une contrainte ou comme une manipulation ? Non. Pour toi, c'était normal ? Non, parce que j'avais 20 ans, j'étais fragile psychologiquement, j'étais facilement influençable, je pense, complètement. En fait, ça fait vraiment le gars qui a pris une meuf et qui l'a mis à son image, quoi. Parce en que fait, lui-même, c'est ce que tu nous disais, lui-même était très porté sur l'apparence. Ah oui. Dans le superficiel, énormément. Et quelqu'un de très égocentrique, c'était son bien-être avant, pas le bien-être des autres, etc. Mais c'était avec moi, avec les autres, ça allait. Mais avec moi, c'était différent. Parce qu'il avait quelque chose clairement à guérir lui aussi de son côté. Ah ouais, je pense complètement qu'il a, mais même, il a un problème, hein, vraiment. Je pense vraiment. Je me rappelle un jour, j'avais vu une montre qui me plaisait énormément et je voulais celle-là. Et lui préférait une autre montre. Et il insistait. Parce que j'ai choisi la montre de mon choix, il m'a fait la gueule. Mais là, franchement, j'ai eu un truc en mode... T'as commencé à tilter. Ouais, c'est bizarre quand même. Ouais. Pourquoi je vois pas que ça peut lui faire... que je prenne telle ou telle montre. Enfin, c'est moi qui la porte. Je veux dire, j'ai quand même le droit d'être libre de faire ce que je veux. Puis là, on parle d'une montre. Voilà. C'est un accessoire en plus de ça. Donc, imagine le reste. Ouais. Quand après, on est allé plus loin dans la relation. Par exemple, il était capable de claquer 500 € dans un perfecto. Admettons. Et moi, quand je lui demandais de venir, par exemple, en vacances avec moi, il disait qu'il n'avait pas les sous. D'accord. Donc, je parle de ça aussi aujourd'hui parce que je pense qu'aussi le body positive, ça passe par là. Si t'as pas une personne qui te met en valeur, qui te met sur un piédestal, qui t'élève pas, tu peux pas t'aimer. C'est pas possible en fait, parce que t'as quelqu'un à côté de toi qui est constamment toxique en fait et qui t'enfonce vers le bas. Donc on peut pas s'aimer, on peut pas être bien. Et donc du coup, là où ça a été le plus gros problème de notre relation, c'était que moi j'habitais et lui sur... Et il fallait décider où est-ce qu'on allait vivre. Donc pour trancher, on s'est dit on va aller vivre à Paris. En cherchant en fait les appartements pour Paris, on était chez ses proches à lui et j'ai vite compris que ça allait être compliqué. C'était de famille en fait. Ah oui. Okay. C'était oppressant. D'accord. C'était étouffant. J'étais inexistante. Moi j'étais la petite qui devait, excusez-moi, fermer ma bouche, dire oui, tu suis ce qu'on te dit et puis c'est tout. Là ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que c'est moi qui ai fait le choix d'aller vivre avec lui. Il était hors de question qu'il vienne à Nice. D'accord. Donc, par amour, j'ai dit il va bien falloir que je baisse. Donc ça allait que dans un sens. Le truc, ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai accepté. On m'avait dit, donc ça c'était ses proches. Oui, mais tu verras, tes parents ils vont pouvoir venir, c'est qu'à 3 heures de route, ils viendront souvent. Donc c'est le cas, ils sont venus souvent et ça c'est cool et tout.
Mais il y avait comme une espèce de manipulation pour récupérer leur frère, leur fils rapidement près d'eux, quoi. Il était hors de question qu'il aille ailleurs. C'était quand même assez chaud. Et j'ai eu des moments quand même où j'étais heureuse, hein. Je dis pas, j'ai quand même passé 7 ans de ma vie avec cette personne, je me suis mariée avec cette personne, mais j'étais tellement en fait amoureuse que mais j'étais dans le flou en fait, j'étais dans un brouillard de fou, je n'étais pas libre de faire ce que je voulais. Et là, tu nous parles de mariage, c'est quand même un sacré engagement. Ouais. T'as jamais eu des doutes avant justement l'engagement? Tu t'es pas dit, mais... Si, bien sûr, surtout pendant les préparatifs de mariage, on a vu en fait tous les vrais visages. Je dirais vraiment la façon de faire des gens. Il y a eu des conflits avec mes proches, mais pour rien. Pour rien, vraiment. De la famille, ta belle famille avec tes proches. Ah oui, mon ex-belle-famille, je préfère. Ah oui, c'était horrible. Et tes proches, ils t'ont pas mis en garde? Parce que souvent, le regard extérieur... Si, mais mes proches, en fait, ils s'étaient pas de cette façon en disant tu devrais partir, c'est pas bon pour toi. Ils m'ont dit, Déborah, si tu te maries, tu vas avoir ce genre de situation peut-être toute ta vie, mais c'est ton choix, on peut pas te dire ce que tu dois faire. En fait, ils m'ont laissé. Ils m'ont laissé. Il y a juste eu ma mère au début qui elle ne le sentait pas, au tout début de notre relation. Mais après, moi j'ai dit écoute, c'est mon choix, c'est comme ça, tu l'acceptes, et puis après elle a accepté, et puis voilà. Je me suis très vite retrouvée dans un entourage toxique, avec des personnes que je ne connaissais pas, loin de mes proches, et pour moi, quand je le vois avec le recul, ça a été un enfer en fait. T'étais isolée? De fou. En fait, même au début, l'appartement, c'était ses parents, donc c'était à ses parents, et ils avaient acheté en fait un appartement pour leur fils. Donc c'était prévu, tout était écrit, qu'il fallait qu'on aille dans cet appartement, etc. Donc c'était très oppressant. Donc après, en termes de relationnel, moi ce que j'ai vécu en tant que personne, c'était pas facile parce que, par exemple, admettons, un jour je t'ai pas épilée, ben il me disait t'es pas épilée, va t'épiler. Si j'avais par exemple les sourcils qui n'étaient pas faits, j'avais les poils sur les jambes, enfin c'était vraiment... La dictature. Ouais, c'était ça en fait. Parfois, sa famille elle me disait ouais, tu te maquilles trop, mais en fait je fais ce que je veux. Après, c'était un jour, j'avais une soirée, il y avait mes 2 meilleures amies et j'hésitais entre 2 tenues en fait. La tenue que j'ai choisie, c'était la tenue que mes meilleures amies ont choisie. Et comme j'ai choisi cette tenue-là, il m'a fait la gueule. Et on s'est pris la tête. Il m'a dit que c'était vulgaire, que c'était trop court, parce que c'était une petite jupe au lieu d'une longue robe, et que ça lui plaisait pas, etc. Du coup, il te faisait passer par un sentiment de culpabilité à te dire... De fou. Si tu choisis pas ça, moi après je suis blessée, limite. Ouais, oui, il était pas agressif, mais il était en colère. Ça lui plaisait pas, il faisait du bougon. Et ça a été très intense parce que moi j'étais constamment en conflit avec lui, parce que j'avais quand même mon caractère qui ressortait. Mais on n'arrêtait pas de se prendre la tête. On n'arrêtait pas parce que moi j'avais quand même encore ce côté que j'existais encore qui faisait que je disais mais non, mais ce qu'il fait c'est pas normal, donc non, en fait ça va pas aller comme ça. Heureusement. Et le truc qui se passait, c'est que il faut savoir que, sa mère ne m'aimait pas, vraiment. Sa mère, elle, c'était son fils, je lui prenais son fils, c'était trop comme ça, vraiment. Elle m'a insultée plus d'une fois, elle m'a dit des choses horribles, enfin, voilà, genre, c'est pas de l'influence qu'on vit, alors qu'aujourd'hui j'en vis, elle m'a déjà insultée, excusez-moi, de pétasse, parce que son fils m'avait offert une robe. Elle était jalouse. Et lui, est-ce qu'il entendait ces conversations? Alors, il entendait, il m'a défendu, heureusement. Il m'avait défendu là sur le coup. Mais au moment où en fait on s'est mariés, quand on était dans les préparatifs de mariage, moi je voulais vraiment que ce soit un truc où on n'était que tous les deux. Bien sûr. Et en fait, il a tout fait pour que sa famille elle soit tout le temps là. Et quand je lui disais, par exemple, au repas pour déguster, je veux pas qu'il soit là, il a fait en sorte qu'il soit là. Et moi j'ai dû fermer ma bouche en fait. Clairement. Et ça n'a pas été facile parce que j'avais pas l'impression que je sois légitime. Je lui avais dit, donc j'avais quand même dit à sa mère, mais écoute, c'est quand même mon mariage, j'ai quand même le droit de décider
Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie? Elle m'avait dit, ah, mais de toute façon, de toi, on en a rien à foutre que ce soit ton mariage. C'était limite son mariage à elle. Ouais. Et là, je me dis, elle a vraiment un problème. Elle a vraiment un problème parce que on m'a toujours caractérisée de personne bienveillante, gentille et qui veut le bien des gens. Et en fait, la façon dont lui me percevait, j'ai dit, mais je suis folle. Parce qu'il Tu disait t'es que remise en question? Oui, parce que comme je me prenais la tête à cause de ses parents, avec lui, contre sa mère, contre sa sœur, etc., en fait, il me disait que c'était moi le problème. Ok. Il disait que j'étais une sorcière, que je finirais toute seule, que j'aurais jamais d'amis, que de toute façon, c'était moi la mauvaise. Attends, ça c'était ton ex qui te Ouais. disait ça? Quand on se disputait, c'était ça qu'il me disait. Donc moi, il me rendait folle. En fait, il te rabaissait à un point De fou. de te dire, enfin, que toi tu penses, en mode si je le quitte lui, il y aura personne d'autre derrière. C'est ça, quand il te disait tu finiras seule, tout ça. Il y avait un peu cette emprise-là ou pas du tout? Je sais pas si j'avais peur de me retrouver quasiment toute seule. Ce que j'avais peur, c'est de me dire, tout ce qu'on a construit, on vient de se marier, je vais faire quoi? Je vais mettre tout ça à la poubelle? Mais c'était peut-être son intention, je veux dire. De te dire ça pour te faire peur et de te dire Ah quelque oui. part je la garde sous le coude et en lui disant, en faisant comprendre que c'est toi le problème. Oui. En se disant que toi, dans tous les cas, tu n'irais pas chercher ailleurs parce que tu commences à croire que c'est toi le problème et qu'il faut que tu te rattaches à lui Ah oui, mais perpétuellement. complètement. Et le pire, c'est qu'après, quand on s'est préparatif de mariage et quand on s'est marié, ça a été le pire. Okay. Ça a été le pire parce que là, il y a vraiment tout qui s'est dévoilé. Et après, c'était faut pas que tu fasses ce travail, faut t'aller prendre un CDI, tu pourras pas vivre de ce que tu vis, c'est pas possible. De toute façon, tu seras obligé de faire comme tout le monde. La maison, faut pas qu'elle soit trop loin. Pendant toutes ces années, j'avais une douleur au niveau de mes cervicales. Je savais pas ce que j'avais et en fait, on m'a découvert une hernie. Psychologiquement, je me suis dit, c'est mon corps qui me dit qu'il y a un problème. Déjà. Tu le sentais? Ouais, j'avais mal vraiment. Parfois, j'avais mal jusque dans le bras. C'était invivable. Vraiment, c'était invivable. C'était un poids. Comme si je portais ce poids étouffant qui me faisait suffoquer, en fait, clairement. Et j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'avais besoin d'air, quoi. Et j'ai dit, bon, ben, je vais aller voir un acupuncteur et je t'ai suivi en même temps, je faisais le kiné. Et ces deux médecins, que ce soit l'acupuncteur ou le kiné, ben, ils ont capté vite qu'il y avait un problème. Ils ont vu que j'étais pas forcément épanouie de fou. Et l'acupuncteur, en fait, là où il mettait les aiguilles, ça faisait vraiment ressortir des choses. Il ouvrait en fait des tiroirs que je voulais qu'ils restent fermés. Et ça m'a vraiment fait ressortir des choses enfouies que je voulais pas. Et c'est ça qui m'a aidée en fait à prendre la décision. C'est qu'à un moment donné, avec tout ce que par exemple les médecins m'avaient dit, mais pourquoi t'es autant mal? Bon, alors c'est sûr, une hernie discale ça fait mal, c'est douloureux, surtout où elle était placée, c'est normal. Mais autant, tu vois, il se disait, il y a peut-être un souci, peut-être est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend malheureuse dans ta vie, etc. Et tout ça en fait, mis bout à bout plusieurs séances après, ça a fait son chemin. Et un jour, c'était pour le 14 juillet et en fait mes parents voulaient venir et il y avait aussi mon oncle et ma tante et on avait la place de les héberger les deux. C'est pas un problème. Et en fait, lui ne voulait pas héberger mes parents. Il fallait qu'il soit hébergé chez ses parents ou chez des amis. Et moi, j'ai pas supporté. Parce que c'était trop, en fait, dans son sens, encore et toujours, et sa famille, et lui, et nani, et nana. Et en fait, il y avait, mis à part les accueillir, bon, il était quand même réceptif à ça et tout. Et plus on allait dans la relation, plus j'étais mariée, et que c'était officiel, j'étais à lui. Et plus il me restreignait, c'est-à-dire qu'il me disait mes meilleures amies, elles ont une mauvaise influence sur toi. Ta mère, elle a une mauvaise influence sur toi, quand tu la vois, tu changes. En fait, c'était juste que quand je voyais mes parents, je redevenais moi. Bah ouais. Et en fait, il supportait pas. Parce que tout ce qu'il faisait de pas normal, moi je le voyais encore plus. Et j'étais en confrontation, je lui rentrais dedans en fait, à chaque fois. Et je me souviens d'un jour, on s'est pris la tête là, il m'a vraiment fait peur. Ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Je me suis dit, putain, franchement, il aurait pu m'en mettre une. Franchement, je me suis dit ça. Il avait le regard tellement noir. Je me suis dit, pourquoi en fait? C'était noir. Mais ça me fait froid dans le dos encore. T'arrivais quand même à avoir une distance nécessaire, enfin une distance suffisante pour te dire c'est pas normal. Alors oui, là je me suis dit que c'était pas normal. Quand on dit t'es qu'une sale garce, bon après forcément on était en train de se disputer, je disais pas des choses forcément bienveillantes, j'ai envie de dire, mais bon fallait bien que je me défende comme je pouvais contre les personnes qui me faisaient du mal. Il me restait que ça, heureusement j'avais quand même ma famille qui me soutenait, qui était au courant de la situation. J'étais quand même avertie,
après le mariage, tout ça, je dis écoutez, ça va pas, c'est compliqué. Je travaillais dans une entreprise, heureusement qu'ils ont été là. Ça a été des gens qui m'ont aidé aussi à sortir de ça. Franchement, que ce soit aussi, j'ai eu aussi d'autres amis qui m'ont aidé aussi à faire face à ça. Et heureusement. Et quand il y a eu ce regard noir, ça m'a cassé un truc. Il m'a fait peur, en fait, et je me suis pas laissée démonter, ça m'a pas fait peur sur le coup, mais quand j'y repense, ça m'a fait froid dans le dos. Parce que je me suis dit, comment tu peux avoir une âme aussi noire? Comment tu peux être aussi mal dans ta peau pour dégager cette énergie, en fait? Et donc, je reviens à cette histoire où ils refusent que mes parents soient là. Et j'ai dit, c'est bon, stop, je suis partie. Donc, je suis allée sur la plage. C'est vraiment, moi, la plage, c'est le moment où tu te ressources. Je me ressource, je réfléchis, je médite. Je mets la musique que j'aime et voilà. Et là, j'ai acté, je dis c'est fini, je divorce. C'était 6 mois plus tard, 6 mois ou 7 mois plus tard après le mariage. Je me rappelle, après avoir pris ma décision, j'appelle ma mère en pleurs, j'écoute maman, c'est fini, je divorce, j'espère que vous allez me soutenir. C'était pas un petit mariage, c'était le mariage et pour moi j'ai l'impression qu'il m'a volé mon mariage. Maintenant, il m'a volé mon mariage avec ce qu'ils m'ont fait. Par exemple, moi, je voulais pas mettre la robe de mariée à la mairie. C'était un choix personnel. Elle m'a dit non, tu mettras la robe de mariée à la mairie parce qu'il faut faire bonne figure. Et ben j'ai dû mettre ma robe de mariée. J'ai pas pu mettre un autre ensemble que je voulais. Elle m'avait sorti comme quoi, oui, mais ça va être long, entre la mairie et l'église, on va faire quoi Je dis, vous discuterez avec la famille, ma famille et tout. Comme ça, ah mais moi j'en ai rien à foutre de ta famille. C'est chaud quand même. Le jour du mariage, j'avais une robe avec des perles, un peu des strass, tout orné, magnifique. Il y avait que ça qui était magnifique, je crois. Je suis dure, mais... Et quand elle m'a dit bonjour, en fait, elle avait sa robe tout effilochée. Et elle m'a sorti. C'est toi qui m'as effiloché ma robe. Je venais de me marier. Elle m'a félicité, mais après quoi. Elle m'a quand même dit, c'est toi qui m'as effiloché la robe. Genre, elle supportait tellement pas en fait que je me sois mariée. Que l'attention soit portée sur toi plus qu'elle, quoi. Qu'elle s'est dit, c'est ta faute, c'est toi qui m'as abîmé ma robe. Non mais, faut être fou. Pour moi, elle m'avait sorti que le faire-part faisait enterrement. Mais clairement, pour elle est en enterrement, je pense. Donc après, elle a fait bonne figure, etc. Parce qu'elle avait pas le choix, je pense. Mais c'est pas les gens qui m'ont mis la misère. Donc après, je suis allée me cacher. J'ai fui. Et ça a été difficile. Et je suis allée me cacher chez les meilleurs amis de ses parents qui, eux, étaient normaux et qui ont été d'une gentillesse et d'une bienveillance absolue. Qui ont été là, qui savaient qu'il y avait un problème, que sa mère était compliquée, une femme très spéciale. Donc ils comprenaient, ils ont très bien compris et ils ont très bien compris aussi ce que je vivais. Donc en fait, ils m'ont caché parce que moi j'avais peur. Il faut savoir qu'ils ont caché ma voiture pour éviter qu'ils me retrouvent parce que ils ont fait tout le tour, clairement, pour me retrouver. Ils ont tourné, alors que je lui avais dit que j'étais en bonne santé, je communiquais, c'est pas comme si j'étais en disparition, inquiétante, etc. Non, j'ai juste pris mes distances. J'étais allée chez une copine, en gros, et laissez-moi tranquille, en fait. Ah, tu l'avais pas quitté? J'ai dit, ça me saoule, il faut que je prenne du temps pour moi. Je suis partie comme ça parce que vraiment, j'ai tout fait. Ils ont appelé mon père, ils lui ont dit, ouais, elle est où écoute, ça va, elle est en bonne santé, elle risque rien, elle est en sécurité. Ah oui, mais je pensais que t'étais mon amie, tu nous dis pas où elle est ta fille, moi je vais appeler les flics, on sait jamais, on va appeler les flics pour la retrouver. Non mais à quel point envoyer, c'est chaud quand même. Tant que j'étais en sécurité, que je disais que tout allait bien, enfin il n'y avait pas de quoi appeler les flics en fait, et puis non c'est qu'ils voulaient, pour moi j'ai cette image qu'ils voulaient me choper, ils m'enfermer. Pour moi j'ai toujours eu cette image. J'avais pas pris ma décision, je suis restée quelques jours pour réfléchir et tout, et puis il a voulu me voir, donc j'ai accepté qu'on se voie. C'était dur pour moi, j'étais amoureuse quand même. Je venais de me marier, c'est 6 mois de mariage, c'est quoi? Enfin, on est en lune de miel encore normalement. Je veux dire, je me dis, on va tout foutre en l'air. T'avais un ressenti d'un échec quelque part? Mais complètement,
Mais c'est plus fort que l'échec, c'est que j'avais l'impression de me dire, j'ai fait ça pour rien, j'ai perdu du temps. J'ai perdu 7 ans de ma vie. Donc là, on parlait achat maison, enfant, quoi. Je veux dire, c'est compliqué. Je décide qu'on se donne une autre chance. Le soir même, on se prend la tête. Déjà, à l'appartement, on se prend la tête. Et il me dit, ouais, tes parents, mais ça sera pareil que les miens, ça sera kiff-kiff, nanana. Ouais, mais mes parents, ils ont jamais rien fait, en fait. Ils t'ont jamais étouffé. Enfin... En fait, comme moi, j'en voulais à sa mère, plutôt. Parce que son père, finalement, il a juste suivi sa mère. Moi, pour moi, c'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est juste un suiveur. Et en fait, il faisait la même chose avec mes parents. Parce qu'il se dit, ah ouais, comme tu me fais ça, moi, je vais faire ça avec toi, nanana. Ta mère, c'est pareil que ma mère, et nanana. C'était un jeu sans fin, finalement. Alors que moi, ils avaient vraiment rien fait. Ils avaient jamais eu une parole plus haute qu'une autre, en fait. Enfin, je veux dire, il lui avait jamais manqué de respect. Alors que moi, sa mère, plus d'une fois, m'avait manqué de respect. Ainsi que sa sœur, enfin voilà. Et je me rappelle cette sensation de dormir déjà. De dormir avec lui, je n'étais pas sereine. Déjà, je sentais que j'avais pas pris la bonne décision. Et le matin, quand je me suis réveillée, je me rappelle avoir pris mon téléphone et d'avoir écrit à ma tante, parce que ma mère ne comprenait pas trop ma décision, elle avait peur pour moi forcément. Et ses parents non plus ne comprenaient pas cette décision non plus. J'ai écrit à ma tante et je lui ai dit, écoute tata, ça va pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, je sens pas. On se lève et tout. Son père appelle mon ex-mari et j'ai dit écoute, pas de problème, prends ton temps, explique-leur. Moi tu vois, j'étais pas dans une approche malveillante en fait. J'ai dit ok, explique-leur, il n'y a pas de problème. Il est revenu avec ce regard noir. Et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas la même personne que quand tu es partie. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Encore une fois. Et ils ont dit oui, ma mère m'a dit que t'avais dit à mes amis que j'étais pas un bon coup, etc. Donc il faut se dire aussi que les amis étaient toxiques. Parce que moi, je ne me rappelle absolument pas avoir dit ce genre de choses, mais vraiment pas. Et je vois pas pourquoi je l'aurais dit en fait. Et en fait là, ça m'a coupé les jambes. Je me suis dit non, en fait, j'ai dit tu sais quoi, en fait ils auront toujours raison. Tu leur donneras toujours, j'étais sa femme, et tu leur donneras toujours plus raison qu'à moi. Ils seront toujours plus importants que moi et plus légitimes que moi. Et en fait, je me suis écroulée par terre. Mes jambes se sont cassées en fait. Vraiment, j'ai eu cette sensation tellement de trahison encore parce que j'avais pris la décision de revenir, de nous laisser encore une chance. En fait, lui m'a encore enfoncé comme ça. Et je me rappelle que je pleurais. Et je me rappelle d'avoir ce sentiment, d'appeler mon père et je dis papa, je veux partir, viens me chercher. T'étais dans l'urgence à ce moment-là? Fallait que je parte. Et en fait, il m'avait pris les clés de ma voiture et le double. Il m'avait dit ouais, je te laisse pas partir dans cet état. Il avait pris l'excuse dans cet état. Et moi, je dis à mon père, mais non, mais en fait, papa, il me séquestre parce que je ne peux pas partir. Et lui, il m'a dit, non, mais arrête de dire de miroboler, je te séquestre pas, tu fais du cinéma. C'est pas de la séquestration ce que je te fais. Encore aujourd'hui, je fais des cauchemars avec ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai les meilleurs amis de ses parents qui sont venus, heureusement. Et lui a joué la victime, plus que moi. Il s'est écroulé par terre. Il s'est étendu par terre et il pleurait, j'y arriverai pas, je veux pas qu'elle parte, j'y arriverai pas. Alors que lui se remettait pas une seule fois en question de tout ce qu'il m'avait fait subir. De là, je pars enfin. Donc je suis allée chez c'est comme mon oncle et ma tante, hein, pour moi c'est des gens de ma famille, clairement. Heureusement qu'ils ont été là. Quelques jours plus tard, je crois le lendemain, mon père, ou l'après-midi, le soir même, je sais plus, il est venu me chercher. Et je suis partie, je suis restée 1 mois chez mes parents. Donc ça m'a fait du bien, mais encore une fois, je n'étais pas encore sûre. Je n'étais pas décidée, c'était dur. C'est dur de lâcher 7 ans de vie commune, un mariage, tout ça, c'est super dur. Puis t'étais dedans, t'avais pas encore le recul nécessaire. C'est ça, je me dis, tu te disais que vont dire la famille, ceux qui ont été invités au mariage, franchement c'est la honte et tatati, tu pensais à ça. Mais j'avais tellement un soutien de mes parents, tellement fort, qu'ils me voyaient tellement mal, ils me disaient on s'en fiche, c'est pas grave, pars. La priorité c'est toi. Pendant 1 mois, ça a été un enfer. Il m'a appelé, sa famille appelait mes parents, ses cousines appelaient mes parents pour me faire retourner ses cousines.
S'il vous plaît, Ouais, à quelle heure tu fais appeler ta cousine? c'est On est parti où? loin. On est où? Mm. Mais mon père, il en pouvait plus en fait. De quoi ils se mêlent les gens? En fait, ils voulaient tellement tous le sauver qu'ils se sont tous mêlés de tout. Et c'était des messages, des mails, des menaces, des trucs comme ça. Et ils engueulaient mes parents parce que c'était au devoir de mon père de me tirer par la peau des fesses et de me ramener comme une femme soumise. Et il n'y a pas eu de votre part, au bout d'un moment, Ben, on le n'a fait pas de porter répondu. plainte, le fait de... Non, on était à deux doigts de porter plainte, honnêtement. Ouais, c'est du harcèlement. C'est ça. Sa mère m'a appelé pour s'expliquer, j'ai pas répondu parce que je pense qu'elle voulait juste cracher son venin, je vais pas donner cette satisfaction. Et après, lui, on avait des comptes communs. Il avait peur que je lui prenne l'argent, donc il a coupé les comptes, il a pris l'argent. Après, il me l'a redonné. Il n'y avait plus de confiance en fait. Et là, vraiment, j'ai vu de plus en plus son visage. Et là, j'ai commencé vraiment à l'insulter, mais vraiment très fort. Et après, en fait, mes parents, ils attendaient parce que j'étais hébergée chez eux. Je suis retournée chez eux, j'avais pas de logement, moi. Donc en fait, ils s'attendaient le moment où je dise, bon bah, let's go, on va récupérer mes affaires. C'est fini. J'ai mis un mois quand même. Hein. Il m'avait dit, ouais, pour récupérer tes affaires, ce sera tel jour, tel moment. Et moi, j'ai dit, il est hors des questions. Parce que connaissant la famille, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous m'attendre. Et ils vont me foutre misère. Ah ouais. La mère va prendre sa journée, la soeur va prendre sa journée, et en fait ils vont mettre misère et j'ai pas envie de ça. Donc j'ai dit à mon père, on y va demain matin, première heure, on les prend à dépourvu, on appelle les gendarmes, on se fait escorter par les gendarmes ouais. si possible, et on se casse. Et heureusement qu'on a fait ça. Donc on arrive, les gendarmes nous avaient dit quand vous arrivez, vous nous appelez, il n'y a pas de problème. Je suis devant la porte, il avait changé les serrures. Je pouvais pas accéder à mes affaires. Voilà. Faut savoir que j'avais mon chat. C'est donc j'ai retourné la situation, en mode c'est lui la victime, c'est lui qui change les serrures. Ah ouais, mais j'ai même des amis à lui, bah après c'est normal, c'est leurs amis qui m'ont dit que j'étais la pire crevure, qu'il méritait pas ça, que c'était horrible ce que je lui avais fait. Mais il y en a quand même qui ont été intelligents et qui ont pas, qui ont su, qui ont vu le manège. Donc je l'appelle, les gendarmes me disent de l'appeler pour avoir accès quand même à l'appartement. Je dis écoute, je suis devant, donc là je viens récupérer des affaires, donc faut que tu m'ouvres. Oui, non, réponds pas. Il m'a pas répondu. Ou il m'a répondu plus tard et tout, il voulait pas venir. Donc les gendarmes m'ont appelé pour qu'ils viennent. Et on s'est fait escorter par les gendarmes. Je te garantis que sinon je ne pouvais pas récupérer mes affaires, c'était impossible. Et donc après je suis allée récupérer mes affaires avec l'escorte des gendarmes. Et ça a été vraiment très très compliqué parce que ils voulaient pas qu'on parle, ils nous menaçaient d'enregistrer les conversations pour avoir des preuves de ce qu'on pouvait dire, etc. Il m'a pas donné toutes mes affaires. Il m'a fait croire que mon chat avait disparu. Il voulait pas me rendre mon chat, il voulait le garder. J'ai dû les menacer pour récupérer mon chat. J'ai dû aller loin pour aller récupérer mon chat. Voilà. Donc j'ai récupéré mon chat à la fin de la journée, mais il a fallu que je joue le même jeu que je n'aime pas jouer. Et ensuite j'ai récupéré mes affaires avec plein de gens qui m'ont aidé et qui ont été incroyables, heureusement. Et je suis rentrée chez moi et ben là il fallait tout recommencer, il fallait guérir, mais bizarrement je pleurais pas tous les jours. J'étais pas, vous savez, comme cette rupture là qui vous fait mal et que vous pleurez tout le temps. En fait, j'avais tellement eu l'impression d'avoir souffert pendant 7 ans. Puis t'étais libérée. J'avais tellement pleuré pendant ces 7 ans, seule sur mon canapé, lui en train de dormir tranquille, qu'en fait, c'était une libération. Ouais. C'était une libération. Et après, vous savez quoi, ce que j'ai fait, je me suis amusée. Et maintenant, tu as rencontré quelqu'un de très bien avec qui tu es en couple depuis quelques temps. Oui, tout à fait. Après, pendant la période de séparation, quand je me suis séparée, il m'a harcelée quand même. Okay. Il faut savoir qu'il m'a envoyé beaucoup de mails. Il me disait oui, tes démarches aux impôts, faut que tu les fasses, faut que tu enlèves qu'on s'est mariés, tatati, tatata. Et moi, je ne répondais absolument à rien du tout. Il m'envoyait des mails, il m'envoyait mes vœux de mariage, il me dit ouais mais ça c'était quoi, c'était des mensonges et tatati, tatata. Enfin c'était un enfer vraiment. Et il m'affichait sur les réseaux sociaux et je disais rien. Il disait que j'étais une sale influenceuse qui faisait la belle ou je sais pas quoi. J'ai pas voulu tout lire parce que j'ai dit à mes proches ne m'envoyez rien parce que le but là vraiment c'est de plus avoir aucun contact avec plus personne. Moi je l'avais bloqué partout, j'avais bloqué son numéro, j'avais bloqué son mail, j'avais bloqué partout. J'ai dit je ne veux plus rien entendre de cette personne et de ces personnes parce que pour moi ils sont fous en fait.
Ils sont malades, vraiment. Puis après, bah, voilà, j'ai commencé à vivre. Ensuite, il y a eu l'acte de divorce. Donc, je suis allée, je l'ai vu pour une dernière fois. À la fin du rendez-vous, il m'a quand même dit, tu te rends compte de ce que tu m'as fait? Tu te rends compte de tout le mal que tu m'as fait? Tu te rends compte? Et moi, là, tu sais, je l'ai regardé, j'ai dit, waouh! Ah, mais toi, il n'y a vraiment que toi qui existe. Et je suis partie et je me dis, en fait, cette personne, elle s'aime beaucoup trop. et je suis mal tombée, voilà, clairement. Et quand il y a eu ça, et c'était officiel, il a essayé d'avoir une emprise sur mes proches, sur mes deux meilleurs amis. Donc il essayait de les voir, de dire ah viens on va boire un bout, tu sais je t'en veux pas par rapport à ce qui s'est passé avec Déborah, nanana. Et après il a eu une personne de ma famille, il a réussi à manipuler une personne de ma famille qui est allée passer des vacances chez lui après mon divorce. Je ne vous imagine pas comme ça a été compliqué. Bon je suis passée à autre chose et je lui ai pardonné mais c'était dur. Comme quoi il est fort. Très fort. C'est... Jamais vu ça. À quelqu'un, là aujourd'hui j'ai plus de nouvelles et tant mieux. La meilleure revanche c'est que toi maintenant tu sois heureuse dans ta vie, que tu aies avancé. Je me suis rencontrée aussi, je me suis découverte, j'ai appris qui j'étais pour de vrai, la femme que j'étais. J'ai su ce que je voulais, ce que je voulais plus, ce que je valais. Et j'ai rencontré mon copain actuel qui a été complètement l'inverse en fait. Bon bah c'est au moins t'as vraiment une nuance et tu sais... Quand vous rencontrez quelqu'un de bienveillant et qui vous éveille, hein, qui vous réveille aussi, qui vous élève au plus, ça fait du bien. Quand vous pensez d'une façon mais qu'il vous dit bah oui bah t'as raison et que tout est simple et qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de faire attention à ci, faire attention à ça, faut pas que je fasse ça, faut pas faire ci, faut pas que je fasse comme ça, sinon il va me dire ça. Tu revis, tu souffles, tu respires. En tout cas on te souhaite tout le meilleur. Je te remercie infiniment de nous avoir partagé ton témoignage, je sais que ça n'a pas été facile. Non. Mais je sais aussi que ça pourra, en tout cas j'espère, aider de nombreuses femmes qui sont dans cette situation parce que malheureusement il y en a beaucoup. Et voilà, merci d'avoir ouvert le bal encore une fois. On va laisser la parole à Oriane qui est coach en relation et qui saura expliquer et décrypter tout ça avec expertise et avec beaucoup d'humanité aussi. Donc voilà, je vais laisser ma place à Oriane et encore merci Déborah, vraiment. Avec plaisir, merci à toi.